Mais il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel on ne dit plus rien, curieux d'ailleurs, le Covid. Les Français sont-ils prêts à accepter de nouvelles obligations? Pourquoi est-ce que je pose cette question simple? Eh bien, tout simplement parce que hier, je lisais l'infectiologue Anne-Claude Crémieux qui disait « Le scénario optimiste est exclu ». Elle est membre de l'Académie de médecine, elle disait ça dans le JDD. Quelle est la réalité? La réalité, c'est qu'il y a des hausses de contamination. Il y a une hausse des hospitalisations. Le Covid est toujours là. Et vous le savez, vous entendez les uns et les autres autour de vous, dans votre entourage, des personnes qui sont touchées par le Covid. Avec quelle virulence? Êtes-vous prêt à accepter, si le Covid s'accentuait, s'accélérait, à accepter de nouvelles obligations? 0826 300 300. Donc, avec nos invités, nous faisons le point sur le virus, sur les vaccins, les masques. Faut-il s'inquiéter? Est-ce que le Covid sera toujours présent avec des vagues d'infection plus ou moins fortes, comme la grippe ou d'autres virus respiratoires? Est-ce que nous sommes obligés aujourd'hui, nous sommes dans l'état d'esprit d'accepter de nouvelles restrictions? Eh bien, nous allons parler de tout cela avec nos invités, le professeur Mahmoud Zurek, qui est professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'université de Versailles 51 en Yvelines. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et le professeur Emmanuel Hirsch, qui est professeur émérite d'éthique médicale. Bonjour, professeur Hirsch, auteur d'une éthique pour temps de crise aux éditions du Cerf, à paraître à la fin du mois. C'est bien cela, hein? Une éthique pour temps de crise. Bien, professeur Hirsch. Nous aurons aussi tout à l'heure Jean-Paul Hamon, qui est médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Alors, la situation autour du Covid, professeur Zurek, le Covid est là, les contaminations sont plus nombreuses et les hospitalisations sont plus nombreuses. C'est la réalité. Ah, tout à fait. Depuis le début septembre, on constate une augmentation du nombre de cas, oui, semaine après semaine. Donc, on est en moyenne actuellement à presque 55 000 cas par jour, mais avec pas seulement l'augmentation du nombre de cas, parce qu'on peut penser que ce sont que des cas, mais on a dépassé en moyenne aussi 960 hospitalisations par jour. Ça veut dire qu'on s'approche de 1000 hospitalisations par jour. Le nombre aussi d'hospitalisations en soins critiques augmente et le nombre de décès augmente. Donc la 8e vague, elle est bien là, et c'est la 8e vague, mais c'est le 4e depuis le début de 2022. C'est-à-dire on est tous les 2 mois, on a une vague de cas, une vague d'hospitalisation, et ça a l'air de continuer. Ça c'est la réalité, et j'ai la sensation que personne ne s'en soucie. Personne ne se... Enfin, personne... J'exclus évidemment les médecins, le personnel soignant, qui est confronté à cette réalité-là, et la population ne s'en soucie pas, professeur Emmanuel Hirsch. Je ne sais pas si elle ne s'en soucie pas. En tous les cas, on s'est habitué, non pas à vivre avec, mais à savoir qu'il y a d'une manière un peu constante cette menace. C'est vrai, de ce qui vient d'être dit, quand vous avez 250 personnes qui meurent chaque jour, c'est pas anodin. Oui. Il y a quand même 250 personnes qui meurent chaque jour du Covid. On aurait donné ces chiffres il y a 1 an. C'était à peu près les mêmes d'ailleurs il y a 1 an, non? Actuellement, il n'y a pas 250, il y a à peu près 60 décès par jour. Mais la moyenne... Non, mais voilà, c'est le chiffre qui était donné par Santé publique France. Avec 155 422 personnes qui sont mortes. Oui, voilà, depuis le début de l'année. Donc moi, je donne mes sources. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je parle vrai. Tout à fait. La question, c'est pas une question de chiffres, parce que vous dites 200 personnes ou 250 personnes. Ce sont des personnes. Des personnes souvent en situation de vulnérabilité, on le sait, avec les débats qui commencent à nouveau émerger dans les EHPAD. Mais pour répondre à votre question, j'ai le sentiment qu'il y a une compétition tellement de causes qui aujourd'hui nous crée des injonctions. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question de la pénurie de carburant, une crise internationale géopolitique avec une menace planétaire. Donc les gens ont du mal à se situer, ils sont saturés, et c'est vrai que le discours du gouvernement, on le voit maintenant pour ce qui est de la crise en termes de carburant, est un discours rassuriste, mais qui est peu convaincant. Donc ma crainte aujourd'hui, pour répondre très concrètement à votre question et parler vrai, ma crainte, c'est qu'il y ait une vraie défiance au regard de tout ce qui va être dit, de tout ce qui va être prescrit autour du Covid. Regardez déjà toutes les ambivalences dans le discours sur le port du masque. Presque voilà, on pouvait comprendre d'un point de vue rationnel qu'il fallait être injonctif, c'est-à-dire
préconisé d'une manière très stricte le port du masque à titre préventif. Vous voyez à quel point personne ne s'engage dans ce domaine. Vous avez la question de la vaccination. Aujourd'hui, avec un discours qui est un discours important, qui doit être tenu, on ne sait plus exactement comment se situer, c'est-à-dire il n'y a plus de vraie lisibilité. Et donc pour terminer dans votre question, j'ai l'impression qu'il y a une saturation. Chacun fait un petit peu à sa manière, a trouvé un petit peu son mode d'emploi, sa manière de cohabiter en quelque sorte avec le virus. Et on rentre dans un moment où si jamais... Vous dites que le gouvernement a peur, peur d'être plus précis, reste vague volontairement. En disant je responsabilise. Non mais on dit, je termine sur ce point, mais allez-y. Je suis pas professeur de santé publique. Presque aujourd'hui on a dit responsabilisez-vous. Et en fin de compte, c'est à vous d'un peu de vous débrouiller. Le seul problème. Débrouillez-vous quoi, responsabilisez-vous. Le seul problème, c'est qu'une pandémie, c'est une affaire de santé publique. Elle concerne chacun individuellement, mais aussi collectivement. Et on a le sentiment, en tous les cas, depuis l'été, il n'y a pas une véritable anticipation. C'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça. Tout le monde, tous les épidémiologistes disaient qu'il y aurait probablement en automne une situation qui allait justifier des mesures importantes. Et là aussi, c'est un paradigme moi, qui m'inquiète en tant que citoyen. On a l'impression qu'on n'anticipe rien. C'est-à-dire que voilà, on constate nouveau qu'aux urgences, il y a de plus en plus de personnes qui viennent consulter et on rentre dans une zone nouveau instable qui, encore une fois, cumule avec d'autres zones instables. Vous êtes d'accord, professeur Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'être dit. Je pense aussi que, par exemple, si on prend le port de masque, vous vous souvenez, la levée de port de masque dans le lieu clos a été décrétée en février, mais le lever de masque dans le transport en commun, c'était fin mai, sans qu'on explique pourquoi. Que ce soit adossé à des indicateurs. Oui, tout à coup, on a dit, vous pouvez prendre le transport en commun sans masque. Voilà, exactement. Les gens, ils ont expliqué, ils ont interprété ça à fort raison en disant probablement c'est parce que c'était une période électorale et que finalement on demande la levée de masque. Or, le port de masque ou les autres mesures ont été présentées et jusqu'à maintenant comme une punition, et que la levée de ces restrictions comme une libération. Et à partir du moment où vous avez un discours comme ça de santé publique, vous ne pouvez pas compter sur la population pour adhérer à ces deux mesures-là. Évidemment. Or, le port de masque ou les mesures qui ne sont pas très restrictives par rapport à ce qui était avant, ça peut être aussi un sens de responsabilité, même au-delà de ça. Ça veut dire à partir du moment où on se protège individuellement, mais on protège aussi les autres. On sauve des vies. Je sauve des vies avec le port de masque. Si on porte un message de ça devient très positif et que les mesures seront beaucoup plus facilement acceptables. Est-ce que vous pensez, je vous repose la question, vous allez me répondre clairement, est-ce que les Français sont prêts à accepter de nouvelles obligations? Je vais vous dire quelque chose, moi c'est mon observation, ce que je développe dans le livre. Les Français sont beaucoup plus matures, responsables que le gouvernement le pense. C'est-à-dire si les choses se sont pas trop mal passées, c'est parce que les gens sont mobilisés, c'est pas les préconisations contradictoires. Regardez les préconisations dans les EHPAD. Si on n'avait pas une société qui s'était mobilisée, on a parlé des invisibles de la République. Il n'y a pas que les invisibles, c'est chacun d'entre nous. Moi, je pense aux personnes âgées. Je travaille pour un centre anticancéreux qui est l'Institut Raphaël. Quand on voit des personnes qui vivent le cancer, qui se sont eux-mêmes mises en cause en restant chez elles pendant des mois, pour éviter à la fois la contamination et contaminer d'autres personnes. Quand on voit les stratégies, l'intelligence des stratégies qui sont déployées sur les territoires, on se dit, c'est bien le gouvernement qui s'occupe de nos priorités, mais j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est donner aux gens le moyen de se mobiliser. Ce qui me stupéfait, c'est qu'on est sorti de la première période de confinement le 11 mai 2020. Quel type de mobilisation collective, en donnant aux gens la possibilité de s'approprier des savoirs, des capacités de se mobiliser, quel type d'enseignement a-t-on tiré de la crise et quel type de pédagogie de la société a-t-on fait? Je pose la question. Dans le livre, je le pose de la même manière par rapport au risque terroriste, d'une certaine manière. C'est-à-dire, on a le sentiment qu'on ne veut pas inquiéter, d'une certaine manière, qu'on vit au jour le jour, qu'on ne veut pas anticiper, alors que chacun d'entre nous est bien conscient de ce qu'est le ravage d'une pandémie. Ça veut dire que on prend les Français pour des irresponsables et immatures. Non, d'une part, on dit responsabilisez-vous. Oui. Mais d'une certaine manière, on leur dit pas comment aussi se responsabiliser, comment s'organiser. Et en plus, il y a un élément quand même qui est à prendre en compte, c'est la crise aujourd'hui de l'hôpital. C'est-à-dire que entre 2020 et aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de membres d'équipe qui sont partis
y compris parce que les choix stratégiques politiques ont été faits au détriment de leurs propres valeurs. Oui, parce qu'ils ont vécu depuis des mois. Alors là, quand vous faites un inventaire général, moi je dis mobilisez-nous les uns les autres, mais avec quels moyens et par rapport à quelle finalité ? Alors, les Français sont-ils prêts à accepter de nouvelles obligations, professeur Zurek ? Tout à fait. Si on leur explique pourquoi et pour quel objectif. Tout à fait. Si on leur explique bien pourquoi et quel objectif. Mais bien sûr, parce que quand même, quelle est la situation actuelle ? On compare beaucoup le Covid à la grippe. Oui. Sachant que avant, le Covid tuait presque 10 fois plus individuellement que la grippe, et actuellement c'est 3-4 fois plus. Et aujourd'hui, le Covid, mais la grippe, on l'a pas encore, la grippe. Oui, mais je vais peut-être en parler. Mais est-ce que vous avez une autre maladie qui tue 40-50 000 personnes par an et que finalement ça touche pas n'importe qui, ça touche les personnes immunodéprimées, les fragiles, mais ça touche aussi, c'est une inégalité sociale totale, ça touche les endroits défavorisés, les gens à niveau catégorie socio-professionnelle là, ça veut dire que ça tape même inégalement. Donc, si on leur explique qu'avec des mesures, parce que quand même, en 3 ans, on a compris énormément sur le virus avec des avancées scientifiques majeures, je leur explique l'objectif, c'est réduire la circulation virale, réduire finalement, c'est pas la circulation virale, l'impact de Covid sur la société, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau social, que ce soit économique et psychologique, évidemment, il y aura une adhérence de la population à deux mesures. La seule question que je me pose, c'est qui leur explique, qui est crédible aujourd'hui, alors qu'il y a une telle suspicion, et pourquoi on leur explique éventuellement au moment où la crise va peut-être faire émergence, c'est-à-dire qu'il y a véritablement pour moi une irresponsabilité à ne pas avoir continué à diffuser une information, notamment à travers le réseau associatif, c'est-à-dire la démocratie en santé. Vous aviez des tas d'initiatives, moi je reprends dans le livre, qu'on aurait pu développer depuis des mois et des mois qu'on n'a pas fait, et on a l'impression que peut-être, on ne va pas inquiéter tout le monde, peut-être que le rideau de fer va retomber et les gens se trouvent dépourvus et vont avoir des injonctions. Et on va leur imposer telle ou telle mesure qu'ils ne comprennent pas. Voilà, et je termine pour dire, je ne suis pas certain qu'il y ait un capital confiance à l'égard du gouvernement ou même des autorités médico-scientifiques. On vient de supprimer le 30 juillet le conseil scientifique pour remplacer par une autre structure sans faire la moindre évaluation de ce qui s'était passé. Bref, je ne suis pas convaincu que les circonstances soient favorables à ce qu'il y ait une adhésion. Je pense que ce qui serait le plus important, c'est que les gens s'approprient eux-mêmes à travers des réseaux associatifs, des initiatives. Et là, c'est là qu'il y a un défaut, quoi. Ah bien, nous continuons à parler de cela après cette petite pub. Il est 11h17, vous êtes sur Sud Radio, vous intervenez 0826 300 300. Sud Radio. Le Covid. Reparlons du Covid. Le professeur Mahmoud Zurek est avec nous, professeur d'épidémiologie et de santé publique à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, et le professeur Emmanuel Hirsch sont là. Et là aussi, professeur émérite d'éthique médicale, auteur d'une éthique pour temps de crise aux éditions du CERF à paraître à la fin du mois. Je posais la question, les Français sont-ils prêts à accepter de nouvelles obligations ? Je vais la changer, cette question, et je vais vous poser une autre question. Sera-t-il impossible d'imposer de nouvelles restrictions? Professeur Zurek, impossible d'imposer de nouvelles restrictions aux Français? Si on prend par exemple encore une fois le port de masque, oui, il y a des recommandations il y a des recommandations toujours. À partir du moment où il y a des recommandations, parce qu'on pense que la mesure est utile, et en plus il est utile parce qu'elle réduit le taux de contamination entre les gens, et elle est efficace pour réduire. Oui. À sa mesure, hein, c'est pas le port de masque seul qui va réduire totalement la circulation virale. Cette recommandation n'est pas suivie. Donc, si une recommandation n'est pas suivie, il est inutile. Donc, il y a une perte de chance par rapport à la personne. Alors, on impose ? Alors, imposer ou pas imposer, c'est une décision politique. Oui. Mais si la mesure était appliquée à 60-70% dans le transport en commun, etc., mais on ne sera pas à se poser la question. Je ne sais pas si vous avez eu la chance. Aujourd'hui, elle n'est pas. Aujourd'hui, la recommandation n'est pas suivie. Alors, que fait-on ? Je pense que si on n'arrive pas à sensibiliser les gens,
les gens arrivent à accepter de mesures de cette nature. Et c'est pas contre la liberté individuelle, etc. Parce que il y a. Vous êtes favorable, vous êtes professeur de santé publique. Est-ce que vous êtes favorable aujourd'hui à l'obligation du port du masque dans les transports en commun? Comme professeur de santé publique, je dis que le port de masque dans le transport en commun est très utile pour protéger et se protéger. Parce que quand même, même si on pense, et la plupart des gens pensent qu'ils sont à risque très faible de développer des formes graves de Covid, ce qui est totalement vrai. Mais on n'est pas à l'abri de développer des formes graves. Et surtout, que peut-être en face de vous, il y a des gens qui sont malades, malades, plus âgés, etc. Et il n'y a pas d'étiquette sur le front des gens en disant que je suis fragile. Donc, il y a une sorte de solidarité. Oui, mais cette solidarité ne s'exerce pas, malheureusement. Je crois qu'à mon avis, elle s'exerce plus qu'on le pense. Plus qu'on ne pense, c'est une évidence. La vraie question, c'est que les obligations ont été quand même remises en cause, c'est les incitations. Regardez, pour le pass vaccinal, on a été incitatif avec des contraintes de plus en plus fortes. Moi, je pense que d'abord, les mesures, elles doivent être proportionnées et doivent être expliquées. C'est-à-dire, c'est pas à l'emporte-pièce. On a un recul, on a vu pour le confinement, aujourd'hui, même des gens comme Jean-François Delfraissy disent, on a fait le confinement parce qu'on savait pas faire autrement. Les conséquences du confinement par rapport aux finalités doivent être prises en compte, et probablement si on avait à le refaire, on le ferait pas. Donc on a quand même une certaine expérience. Ce qui manque, c'est de la transparence et de la discussion. J'ai été attentif quand même à une évolution, c'est la loi du 30 juillet dernier, vous savez, donc il y a une nouvelle loi qui met fin à l'urgence sanitaire, et de plus en plus on dit le Parlement doit être partie prenante, les régions doivent être associées, c'est-à-dire logiquement, alors on voit avec le chef de l'État que les résolutions c'est une chose, mais en pratique c'est difficile. Moi je pense que ce qui serait aujourd'hui urgent, c'est de voir comment au Parlement, c'est-à-dire dans le cadre d'un débat, comment dans les régions, on envisage l'évolution possible de la pandémie et les mesures circonstanciées, région par région, parce qu'encore une fois, le côté systématique en matière de santé publique est quelque chose d'inacceptable. On le sait très très bien, vous le voyez très bien comme professeur de santé publique. Et en plus, les personnes les plus vulnérables, c'est les personnes qui ont le moins accès à l'information, à la capacité de mobiliser des moyens, un environnement favorable. Et les personnes, par exemple, très âgées aujourd'hui, c'est une question qu'on peut se poser maintenant, que je poserais si j'avais devant moi un responsable du gouvernement, je dirais, est-ce que demain, si les circonstances s'aggravent, vous serez pour l'obligation vaccinale plutôt que pour l'incitation vaccinale? Voilà des questions concrètes. On aurait pu en débattre, j'allais dire, ces derniers mois. On n'en a pas débattu. Et un dernier point à prendre en compte, puisqu'on est pour parler vrai, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est la diversité des points de vue politiques ou politiciens par rapport à la question. On a des enjeux politiques aujourd'hui et rien n'indique qu'il y ait une homogénéité dans les prises de position et qu'on ne renvoie pas la question de la pandémie à la question d'une question politique. L'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que ce Covid existe, effectivement les cas augmentent, mais tout le monde se cache derrière un paravent pour ne pas regarder ce qui se passe. Le gouvernement en premier lieu, surtout pour ne pas avoir de décision à prendre. L'opposition qui n'a absolument aucun avis sur la question. Et beaucoup de Français qui se disent, bon, finalement, on vit avec le Covid. Écoutons ce que nous dit Noël, qui est au Puy-en-Velay. Bonjour Noël. Bonjour. Vous portez le masque, vous, Noël. Vous avez 57 ans. Et vous dites, les gens autour de moi ne comprennent pas. Disons que je suis... bonjour d'abord de me recevoir, je vous remercie beaucoup. Et je suis assez inquiète dans la mesure où je m'occupe de ma maman. Peut-être que si j'étais pas personne aidant auprès d'une personne de 83 ans, peut-être que je serais un peu moins, on va dire, protégée, j'en sais rien, je ne sais pas. Vraiment, je le fais beaucoup pour protéger ma mère en premier. Mais samedi, je suis allée au marché avec le masque et les gens vous regardent, se tiennent très loin. J'ai rencontré plusieurs personnes. Ils se sont éloignés de moi, en fait. Oui, vous avez l'impression d'être une pestiférée, c'est ça, Noël? Alors, pestiférée, je ne sais pas si c'est le mot, mais on me pose la question, du coup, c'est ce que je disais au monsieur tout à l'heure, je lui dis, on me pose la question, tu as quoi, la grippe ou le Covid? C'est systématique. Alors donc je me dis vous êtes obligé de, je sais pas comment dire. On nous a tellement dit de se protéger, de protéger les autres en mettant le masque que maintenant mais si tu le mets c'est parce que tu veux te protéger. Et il y a une personne dans une grande surface aussi c'était la seule qui avait le masque à la caisse et c'est vrai qu'elle m'a dit tu le mets toi aussi. Je dis oui. Et elle c'est son enfant qui est
scolarisée qui a 15 ans, qui avait le Covid, et c'est son patron qui lui a dit, vous mettez le masque. Et toute la journée à la caisse, elle m'a dit, je suis obligée de dire que c'est mon fils qui est malade. Cette espèce de mal-être où on est obligé de se justifier. Et je me demande si les gens ne le mettent pas parce qu'au moins ils sont tranquilles. Ils se disent, comme ça au moins j'ai pas le masque, au moins j'ai pas besoin de me justifier, de savoir si c'est Pierre qui l'a, Paul ou Jacques. Ouais. C'est passionnant ce que dit Noël. C'est assez dérangeant. Moi, je trouve que voilà, les gens ne se prennent pas suffisamment au sérieux cette histoire. Le milieu médical, je le connais puisqu'il y a des personnes qui y travaillent, que ce soit en milieu psychiatrique ou ailleurs. Et effectivement, il y a beaucoup de corona. On n'en parle pas parce qu'en train de parler, c'est vrai que les informations, j'ai un peu l'impression qu'ils font tout et leur contraire. Non seulement ils affolent les populations, voire les rendre parano comme à l'époque du corona, soit ils n'en parlent plus du tout parce qu'on passe à autre chose. Oui. La moutarde ou je sais pas quoi, ou la chasse, on tue les gens à la chasse. On passe de tout et son contraire, mais après ça c'est les médias, c'est pas mon souci. Bon, moi j'ai par contre arrêté ça depuis fort longtemps parce que c'est quelque chose qui nous a rendu très anxieux, c'était anxiogène à l'époque où il y a eu le corona. Et heureusement, j'ai un ami médecin qui était bien présent dans ma vie, c'était un ami, hein, et je lui ai dit, qu'est-ce que je fais de ma mère ? Bah oui. Qu'est-ce que j'en fais ? Noël, je suis pris par la pub, là, c'est l'heure. Je vous garde à l'antenne après la pub. Vous pourrez conclure. Emmanuel Hirsch va réagir et le professeur Jurek aussi. Ce que vous dites est très intéressant. Noël avec nous. Vous faites comme Noël. 0826 300 300. À tout de suite. Il est 11h30. C'est 11h33 précisément. 0826 300 300. Parlons vrai ici entre 10h30 et midi et demi. Noël est toujours avec nous. Noël, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Disons que ouais, je ne savais pas si on continuait à se protéger et en se justifiant. C'est la question que vous posez. Est-ce qu'on doit continuer à se protéger d'abord ? Professeur Jurek. Bien sûr, pour se protéger et pour protéger les autres. Oui, on est d'accord. Quand même, à fur et à mesure des vagues, on est en train de perdre nos concitoyens qui sont malades, qui ont d'autres maladies, qui sont immunodéprimés, etc. Et qu'une société qui accepte que le plus vulnérable parte parce qu'il n'y a pas un esprit de solidarité et de protection, ce n'est pas acceptable. Alors aujourd'hui, compte tenu de l'augmentation du nombre de cas, aujourd'hui, il faut être de plus en plus attentif, si je comprends bien. Attentif, prudent, vigilant, sans pour autant qu'il y aura une inquiétude démesurée. Il n'est pas temps d'obliger. Le temps de l'obligation n'est pas arrivé. Quand on parle d'obligation, quand on parle de port de masque, on est très très loin de mesures qui ont été, il y a 2 ans, on parlait, et c'était le confinement, le couvre-feu, etc. Là, on est en train de port de masque dans le transport en commun. C'est tout. Voilà, donc je dis. Dans certains pays, je vais dans le sens, en Asie par exemple, le port du masque est quelque chose qui est devenu quotidien. Et pour se protéger, pour des raisons d'hygiène. Donc c'est un élément. Je voulais rendre hommage à Noël. Se protéger la grippe, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais je voulais rendre hommage donc à notre auditrice, parce que je trouve qu'elle a une attitude courageuse et très digne. Et ce qui est invraisemblable, c'est qu'elle a un regard péjoratif vers elle, alors qu'au contraire, elle montre ce que c'est le sens des responsabilités pour soi et pour l'autre. Elle montre son sens des responsabilités et on la montre du doigt. Oui, mais un autre point par rapport au gouvernement, elle anticipe. C'est-à-dire, elle a vraiment la responsabilité au centre. Elle se dit, peut-être que ça ira bien, peut-être que ça n'ira pas bien, autant prendre des mesures dès à présent. Et c'est maintenant qu'il faut les prendre, c'est pas demain quand on sera dans la crise. Et un deuxième point qui me frappe, c'est effectivement, est-ce que le gouvernement est en capacité d'avoir une parole crédible aujourd'hui, de tenir une parole crédible aujourd'hui ? Quand vous voyez que le porte-parole du gouvernement aujourd'hui, c'est l'ancien ministre de la Santé qui, dans un récent livre, a montré à quel point il a été un peu piégé, ou il s'est trompé, ou il a fait une erreur sur le port du masque. Comment on voit aujourd'hui que les personnalités, le personnel politique sont très gênés par rapport à la question du Covid, à tel point qu'il n'y a pas de débat. Moi je serais parlementaire aujourd'hui, je dirais il y a urgence. Puisqu'on a des personnalités qui veulent renouveler un petit peu notre approche de la politique et la proximité avec des sujets qui concernent les concitoyens. Le seul problème, et je le disais, Jean-Jacques Bourdin au début, c'est qu'il y a tellement aujourd'hui de peur, tellement de crainte. Pouvoir d'achat, guerre mondiale, je ne dis pas qu'il y a une guerre mondiale, mais enfin, le risque est là. Pour certains qui nous écoutent aujourd'hui, la précarité économique, sauver sa peau, j'allais dire, c'est-à-dire pouvoir se nourrir, ça c'est l'impératif numéro 1.
Pour les personnes, et ça a été dit par Mme Rosurek tout à l'heure, pour les personnes qui sont en situation de vulnérabilité sociale et qui échappent aujourd'hui au réseau de soins, de prise en charge, etc., c'est pas leur priorité. Alors que c'est vers ces personnes, le aller vers, c'est vers ces personnes qu'il faut aller. Donc moi, je suis contre la question du systématisme. Je pense que ce qui est important, c'est une approche, j'allais dire singulière, au cas par cas, avec des démarches à développer. Et ce qui me frappe aujourd'hui, et je me dis vraiment comme citoyen, c'est que rien n'est fait pour mettre en place une mobilisation de la société à une éventualité, que ce soit celle-ci ou une autre. Bien, merci Noël, merci. Jean-Paul Hamon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Jean-Paul Hamon, vous entendez ce qui a été dit. C'est vrai que le nombre de cas augmente, vous le constatez dans votre cabinet ? Oui, on le constate et en même temps, des personnes qui ont été, notamment les 2 dernières personnes positives qui avaient 80 et 85 ans, avaient été vaccinées il y a 7 mois et donc il y en avait une qui avait 38 et puis ça s'est passé très bien et puis l'autre qui a eu 39 pendant 3 jours. Bon, mais on les a gardés à la maison, donc incontestablement, les gens, ils sont prêts à se revacciner. Ils se revaccinent. Les personnes à risque et les personnes âgées sont très attentives quand même, demandent quand est-ce qu'elles doivent être vaccinées. Même si on a bien vu que les 6 mois n'ont pas été respectés, qu'ils se bousculent pas pour se faire revacciner, mais quand même ils se revaccinent, ils reprennent rendez-vous pour se vacciner. Et puis eux, les personnes fragiles et les personnes âgées, mettent des masques dans les transports, mettent des masques dans les magasins, et on voit bien que quand on prend le train, s'il y a 1 ou 2 personnes qui ont le masque, ce sont toujours des personnes âgées. Les autres, ils font moins attention. Par contre, quand dans votre famille, vous avez des personnes âgées ou des personnes à risque, on voit que les familles sont responsabilisées, mettent plus facilement le masque et se font vacciner plus facilement. Donc, incontestablement, là, les habitudes ont été prises. Je pense quand même que dans les transports, il faudrait quand même inciter fortement les Français à mettre un masque, ne serait-ce que pour protéger les personnes fragiles, parce que le masque, même le FFP2, ne protège pas à 100%, même s'il est plus efficace que le masque chirurgical. Je pense que ce ne serait pas une forte contrainte. Le virus est toujours là, on le sait. On n'est pas à l'abri d'un autre variant. On a vu ce qui s'est passé avec Omicron. On n'avait rien en septembre et puis on a pris un autre variant où on n'était pas prêt. Je pense que quand même, le virus circule et sans angoisser les gens qui ont effectivement, vous le soulignez, d'autres angoisses comme la guerre et la précarité, je pense qu'on pourrait quand même sensibiliser les gens à mettre des masques et à prendre toujours des mesures, à respecter les mesures barrières. Oui, vous êtes d'accord avec Jean-Paul Hamon, professeur Zurek ? Oui, si on prend que le port de masque, il peut présenter une contrainte, j'entends bien, mais notre vie est faite aussi de contraintes, etc. Le port de ceinture obligatoire dans la voiture, de sécurité. On peut penser que c'est manque de liberté, parce qu'on ne peut pas bouger à droite et à gauche. La limitation de vitesse, pourquoi ne pas 50, 200, 300 km en ville. Donc, les 7 contraintes-là sont faites pour le bon vivre et le bon sens et vivre ensemble. Donc, sont totalement acceptées. Donc, on ne peut pas dire que le masque soit la plus grande des contraintes. La contrainte, c'est la maladie. C'est-à-dire, la vraie menace, c'est la maladie. Exactement. Donc, d'un point de vue rationnel, si on est dans la rationalité, si on n'est pas uniquement dans les postures, prendre un masque à titre de prévention pour éviter de se retrouver en réanimation, éventuellement de mourir, prendre un masque aussi par respect vis-à-vis de ses aînés, lorsqu'on est effectivement en famille, c'est au contraire un signe de reconnaissance. N'oublions pas quand même que la société a critiqué, lorsqu'il y a eu le premier confinement, le fait qu'on investisse tant pour nos personnes âgées. C'est-à-dire qu'on dise, on arrête la société pendant quasiment 2 mois, pour sauver des personnes. Je dis que c'est irresponsable aujourd'hui de dire que rien ne s'est passé, qu'on n'en a pas tiré des enseignements. Et je vais dans le sens de ce que dit Monsieur Hamon. Je pense que quand vous allez sur le terrain, les gens sont beaucoup plus responsables. Ça, c'est déjà encourageant. Oui. Pardon, c'est encourageant. Tiens, Marie est à Perpignan. Bonjour Marie. Marie. Bonjour Marie, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes présidente d'une association de familles ayant des enfants atteints du Covid, hein Marie ? Du PIMS Covid. Du PIMS Covid, oui. Un syndrome inflammatoire multisystémique. Oui.
Donc, ça a touché à peu près 1300 enfants en France. Oui. Et donc, voilà, j'ai regroupé les familles de ces enfants qui ont été victimes de ce syndrome. Alors, rappelez-nous ce syndrome. Quel est ce syndrome ? Donc, c'est un syndrome qui est déclenché lié au virus, oui. au Covid, oui. qui apparaît entre 3 et 6 semaines après l'infection au Covid, oui. et qui touche, si vous voulez, qui crée une inflammation au niveau des organes vitaux de l'enfant. Et là, à peu près 3/4 des enfants ont été admis en service de réanimation, dont oui. certains avec leur pronostic vital engagé. Oui. Et aujourd'hui, les conséquences ? Les séquelles? Alors, certains ont du mal à s'en remettre puisqu'ils sont Covid longs. Oui. Moi, ma fille a été touchée en septembre 2022. Elle a aujourd'hui des séquelles cardiaques. En septembre 22 ou 21 20, pardon. 20, il y a d'accord. 2 ans. Voilà. Il y a 2 ans. Et aujourd'hui, elle a des séquelles cardiaques. Tout à fait. Donc en fait, moi je vous ai écouté avec attention et je tiens vraiment à remercier le professeur et les médecins présents sur le plateau, puisqu'effectivement nous on dénonce le fait qu'il n'y ait aucune prévention aujourd'hui, ni sécurisation des établissements scolaires. On parle du Covid comme un virus anodin. Il n'y a plus du tout ces préventions qui étaient faites au départ. Il y a moins de PIMS actuellement avec Omicron, mais avec le taux de réinfection actuel, on a très peur que ça reparte à la hausse. Les parents sont très très mal informés et on entend de tout et de rien. Et c'est vrai que pour eux, c'est difficile aussi de se faire une idée réelle des dangers du virus. Oui. Donc effectivement, mettre un masque, c'est une priorité. Donc je tiens vraiment à les remercier parce que c'est un discours qui est réaliste par rapport à une situation actuelle. On a été confrontés à des médecins rassurantistes qui nous disaient que le virus ne touchait pas les enfants et du coup les parents se retrouvaient en réanimation avec leur enfant pensant qu'ils ne risquent rien avec le Covid. Voilà. Marie, je vous rejoins, mais totalement. On a affolé à juste raison ou pas. Enfin, tout dépendait des moments, mais dans tous les cas, du matin au soir, on nous parlait du Covid. Aujourd'hui, il y a du Covid. Bon, pas de la même nature, ça tue pas autant, ça fait pas autant de dégâts. Néanmoins, on n'en parle plus du tout. Et vous avez on est passé d'un excès à l'autre. Oui, mais ce que dit Marie, oui. Je pense que vous allez aussi intervenir par rapport à votre approche en santé publique. Oui. Il fait que je suis dans le conseil scientifique de l'association qui s'appelle, vous savez, l'association après Covid, d'accord, le Covid long. Et vous pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes aujourd'hui qui vivent avec la maladie Covid, c'est-à-dire ces prolongements neurologiques, les personnes souvent jeunes, oui. C'est Slash après Covid, le nom de l'association, si vous voulez regarder sur Internet. Et donc, vous avez toute une génération de personnes qui sont malades, qui ont été, j'allais dire, contaminées, et toute leur vie sociale est compromise avec, aujourd'hui, en matière de santé publique, vous le savez, même des menaces en matière de maladies neuroévolutives. Donc, c'est pas anodin. Je veux dire, c'est pas uniquement l'infection à un moment donné. Professeur Zurek, ensuite Jean-Paul Hamon. Professeur Zurek. Le Covid chez les enfants, c'est le discours qui a changé totalement, parce qu'il y a 1 an, 2 ans, même le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, il disait les enfants ne se contaminent et ne contaminent pas les autres. Oui, j'ai entendu ça. On a tout entendu. Or, maintenant, personne ne discute ça. C'est une contamination très importante au niveau des écoles. On est presque 30 000 hospitalisations pour les enfants pour Covid. Oui. Le 2/3 en 2022. C'est-à-dire que c'est les 2/3 depuis le début de l'année. En ce qui concerne l'hospitalisation et le décès, donc c'est un vrai sujet, et que le PIMS dont Madame a parlé. Oui. Heureusement, il y a de moins en moins avec Omicron, donc voilà, mais il y a plus que 1300 personnes qui ont eu le PIMS, et qu'on voit bien qu'il n'y a pas eu le mesure on parlait toujours de ventilation, de mesure de qualité de l'air, parce que quand même l'école reste sacrée, mais on peut faire 2 mesures de réduction de risque qui n'ont été pas entamées. Le candidat à la présidence Emmanuel Macron à Marseille, juste avant l'élection présidentielle, a promis un plan avec de qualité de l'air ambitieux, très ambitieux.
on n'a rien vu. Probablement. C'est vrai qu'on n'a rien vu. Probablement, le promesse s'efface au bout de quelques temps. Bah ça arrive, voilà. ça c'est sûr. Merci Marie, je vais prendre Jean-Paul Hamon juste après la pub. Allez, Jean-Paul Hamon qui va nous dire son point de vue, nous donner son point de vue. Il est 11h46, vous êtes sur Sud Radio, merci. Bien, Jean-Paul Hamon est avec nous, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Jean-Paul Hamon, vous avez entendu Marie qui nous a parlé des enfants touchés par le Covid. Aujourd'hui, il y a une recrudescence du nombre de cas. On ne sait pas ce que va donner, ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Peut-être un variant de ce virus. La grippe va arriver. Jean-Paul Hamon, vous recommandez évidemment la vaccination des personnes âgées, la 4e dose. Ah ben ça c'est évident. Juste, je voudrais quand même souligner le fait que le ministère de la Santé remet à l'ordre du jour les antibiotiques, c'est pas automatique. En écoutant votre publicité, c'est plutôt une bonne chose. Ceci dit, je comprends que le gouvernement ait voulu oublier que cette pandémie, avec tous les ennuis qu'on a en ce moment, mais il y a une chose qu'on a oubliée. Ce sont les purificateurs d'air dans les écoles. Même si ce n'est pas efficace à 100%, ça diminue la circulation du virus. Et puis, on va arriver dans l'hiver. Il ne va pas être facile d'aérer, sinon les gamins vont prendre froid dans la classe. C'est quand même une chose simple. Ça fait 2 ans. Ça avait été promis, Jean-Paul Hamon. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites. Et quand même, les purificateurs d'air, même si ce n'est pas miraculeux, ça réduit la circulation du virus et ça remplace largement l'ouverture des fenêtres quand on ne peut pas les ouvrir en hiver. Donc ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, on voit bien que dans les cabinets médicaux, là, nous, on a beau mettre des pancartes en disant qu'on ne rentre pas chez nous sans masque, il y a quand même toujours, on va dire 1 personne sur 5 ou 6 qui rentre sans masque. Donc, on leur donne un masque pour qu'ils le mettent. Mais quand même, le port du masque a été oublié. Et ce serait bien de le rappeler en le rendant quand même. Je pense que ce serait pas un scandale si on le rendait obligatoire dans les transports et dans tous les endroits clos, quoi. Vous êtes favorable. On va pas perdre des électeurs si on leur demande d'être prudents, quoi. Il y a un moment où quand même il faut responsabiliser les gens. Maintenant qu'on a des masques, autant les utiliser. Oui, maintenant qu'on en a, c'est vrai, professeur Zurek. Oui, l'évolution. D'abord, vous répondez à ce que vient de dire Jean-Paul Hamon. Vous êtes d'accord avec lui ou je pense je suis d'accord. Je pense que quand même, c'est pas une contrainte très importante le port de masque et la purification d'air est un élément essentiel. Vous aussi, professeur Hirsch. Moi, je dirais que c'est très proportionné. C'est quelque chose en plus qui est un acte politique, c'est un acte civique. Il y a la santé publique et il y a un signal que nous, on prend nos responsabilités. Donc vous demandez tous les trois l'obligation du port du masque dans les transports en commun. On veut que le port de masque soit appliqué. Après, il faut passer par... Sinon, probablement ça. Il y a un principe en éthique de réciprocité. Et les gens, ils disent j'ai le droit d'aller en réanimation, j'ai le droit etc. Ils ont d'abord le devoir de ne pas être contaminés, de ne pas contaminer, avant d'avoir des droits. Et je pense qu'il y a besoin d'avoir ce discours. Le seul problème, c'est qui aujourd'hui, au niveau public, peut incarner ce type de discours. Et je trouve que vos éditeurs qu'on a entendus jusqu'à présent, c'est extraordinaire d'être sur Sud Radio, ça nous remonte le moral. Parce qu'on a des gens qui sont sur le terrain, qui assument leurs responsabilités, ils n'ont pas besoin de préconisation de personnes dont ils douteraient dès lors qu'ils prendraient position. Donc je dirais presque que ça va être paradoxal. Il vaut mieux que certaines personnalités politiques n'interviennent pas trop dans ce champ. Et il vaut mieux qu'on entende des personnes qui, avec leur expérience sur le terrain, savent que c'est la moins mauvaise des réponses qu'on peut apporter aujourd'hui. La meilleure manière de lutter, quoi. Vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Paul Hamon ? Non, c'est tout à fait normal, si vous voulez. Responsabiliser les gens, ça me paraît être un minimum. Et puis franchement, porter un masque, c'est quand même pas une catastrophe. C'est vrai que c'est plus sympa de voir la tête des gens que de les voir masqués. Mais franchement, c'est pas une grande contrainte. On est dans un lieu clos. On est dans les transports, on met le masque. On a des personnes fragiles à côté de soi, on met le masque. Et puis, on n'oublie pas non plus de se laver les mains, parce que ça aussi, les petites fioles dans les grands magasins qui étaient à l'entrée des magasins, souvent elles sont vides ou souvent elles ont disparu. Ça, c'est vrai.
Un minimum. On a ici, on est équipé là. Bon, ça va. Merci Jean-Paul Hamon. Merci à vous. Merci. Allez, bonne journée. Je me tourne vers vous, professeur Zurek. Vous êtes professeur d'épidémiologie. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. On ne sait pas quelle sera l'évolution du virus. La grippe arrive, je le disais tout à l'heure. Il faut donc être attentif. Ce qu'on sait, qu'on ne sait pas grand-chose. Conscient d'un risque possible. On ne sait pas grand-chose de l'évolution de la situation. Quand même, la 8e vague est apparue très précocement, début septembre, par rapport à ce qui était attendu que vraiment la vague d'hiver. Or, il peut y avoir aussi une nouvelle vague d'hiver sur ce variant ou un autre sous-variant, parce qu'il y en a plusieurs sous-variants qui sont actuellement sous surveillance. Donc, il faut vraiment continuer à surveiller la situation. Pour la grippe aussi, on ne connaît pas l'ampleur de la vague de la grippe. Lors des 2 dernières années, pour la grippe, grâce aux gestes barrières, grâce au port de masque, grâce aussi de l'efficacité de vaccin contre la grippe. Parce que vous savez, l'efficacité de vaccin contre la grippe est variée d'une année à l'autre. Les 2 dernières années probablement étaient efficaces. On n'a pas eu des vagues de la grippe. On ne connaît pas cette année l'évolution de la grippe, mais avec les gestes barrières et les ports de masque, on peut l'atténuer, et avec la vaccination contre la grippe, atténuer davantage. Donc on est devant une période d'incertitude, aussi bien sur le Covid que sur la grippe, et qu'on doit le gérer avec la responsabilité, la prudence et voilà de. Moi, j'ajouterais un point qui me semble important. Alors, très vite, on a une prise sur la pandémie. C'est-à-dire chacun d'entre nous peut intervenir constructivement pour éviter le pire. Par rapport à d'autres événements dramatiques qu'on vit au niveau international, quel est notre pouvoir, quelle est notre capacité? Alors ne passons pas à côté de cette opportunité, de ce devoir Soyons civique. responsables. C'est évident. Et demain, on risque de se plaindre de ne pas avoir été assez mobilisé par rapport à ça. Merci, professeur Hirsch. Une éthique pour temps de crise, édition CERF, à paraître à la fin du mois. Merci, professeur Zurek, Jean-Paul Hamon. Merci, vous avez appelé, nombreux, encore une fois, 0826 300 300. Les événements en Ukraine se multiplient. Je vais vous donner toutes les informations après midi. Nous aurons aussi un intervenant. La Russie bombarde l'infrastructure énergétique de l'Ukraine depuis ce matin. Le consulat allemand à Kiev a été touché. On en parle tout à l'heure. Merci d'être sur Sud Radio. Vous ne raterez rien ici, 10h30, midi et demi. Parlons vrai chez Bourdin. À tout de suite.